radio. Voilà, et nous passons à présent à la causerie matinale. Nos invités sont déjà sur place. Félicien Fayon, journaliste au quotidien Le Matinal, au groupe de presse Le Matinal. Bonjour. Bonjour Tony et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être là ce matin. Abdelkader Achirou, journaliste à Ezawe TV. Bonjour. Bonjour Tony Moussa, amis téléspectateurs, bonjour. Très bien. Depuis quelques semaines donc, les élus locaux, chefs d'arrondissement et maires sont installés dans leurs fonctions. Diriger une localité constitue donc l'autre réalité à laquelle ils feront face, le peuple, les autorités au haut niveau, donc les convient désormais à cette réalité et c'est pour les amener à maîtriser, en tout cas à cerner le bien fondé de ce qui les attend comme fonction, et bien, comme travail, s'il faut le dire en d'autres termes. C'est à cela que les responsables de ce parti ont été invités, les élus locaux du bloc républicain, à cette rencontre qui a eu lieu hier à Brecon. Chers invités, c'est autour de cette formation que nous allons parler. Félicien Fayon, le BIR aujourd'hui a convié les siens donc à cette assise, les mettre devant leurs responsabilités face à la mission aux missions auxquelles ils sont désormais conviés, confrontés. Oui, vous savez, les populations, comme on l'a dit, n'ont pas voté pour les candidats seulement, mais elles ont beaucoup plus voté pour les partis politiques. Et c'est d'ailleurs l'idéal, et c'est ce que nous recherchons, et c'est ce pourquoi d'ailleurs nous sommes allés donc faire des réformes du système partisan de notre pays. C'est pour que désormais il n'y ait plus des hommes forts, mais plutôt des partis politiques forts. Ce qui veut dire que d'ici 6 ans, c'est-à-dire en 2026, pour aller encore aux urnes, les populations vont se baser sur les résultats obtenus par les mairies que chaque parti politique a eu à gérer. C'est sur la base de cela maintenant que les populations vont dire, bon, est-ce qu'il faut leur renouveler notre confiance ou bien il faut les sanctionner. Et donc c'est le parti qui fera le bilan. Il revient donc à ce parti de veiller à ce que les mairies qu'il contrôle soient bien gérées. Que ce ne soit pas des mairies où on va noter de la malgouvernance, de la mauvaise gestion, et parfois des mairies où on n'a pratiquement pas de résultats, ou des mairies où on n'a pratiquement pas d'ambition. Donc ces partis ont l'obligation, et c'est l'Union progressiste qui a d'ailleurs commencé, qui a ouvert le bal, à travers une formation qui a duré 2 jours, il y a 2 semaines, et maintenant c'est le bloc républicain qui l'a fait. Et je suis sûr que le parti FCBE emboîtera les pas à ces 2 partis politiques-là. C'est une tricherie. C'est une tricherie positive. C'est une très bonne tricherie qu'il est bon de faire. Parce que si vous n'outillez pas vos élus, si vous ne les orientez pas, vous ne les mettez pas sur la meilleure voie, chaque élu va s'asseoir et vouloir peut-être faire des récompenses. Chacun va vouloir peut-être se remplir les poches. D'autres vont dire qu'ils vont satisfaire à certains besoins et ainsi de suite. Il y a du désir, il y a du cafouet. Il faut leur donner une ligne directrice. Et pendant la campagne, d'ailleurs, nous avons suivi certains partis politiques qui avaient déjà émis certaines idées par rapport à la gestion des communes qui seront placées sous leur tutelle. Donc, à partir de cet instant, il est important de les suivre. Et je pense que ces séances ne seront pas les premiers et les dernières et les seuls d'ailleurs. Ça devrait pouvoir se répéter à chaque fois de façon périodique pour faire le point avec eux. S'il y a un maire qui ne fait pas bien, il faut pouvoir le corriger. Et heureusement que les textes ont prévu désormais que lorsque maire n'a plus la confiance de son parti politique, on peut demander sa destitution. Ça veut dire que si un maire s'entête et ne respecte pas les principes dictés par le parti politique en matière de gestion de ces collectivités-là, le parti politique peut demander sa destitution. Donc le BR, à travers dans ses sorties, a bien fait de suivre donc les pas de l'Union progressiste et nous espérons que les FCBE feront les mêmes choses. Très bien. Abdelkader Achirou, cette formation était nécessaire également aux maires, chefs d'arrondissement, adjoints au maire du bloc républicain,
Je dirais que cette formation était obligatoire quand on sait que le parti politique Union Progressiste déjà longtemps a compris la nécessité d'organiser une telle formation, un tel cadre de séance d'échange afin de pouvoir rappeler aux uns aux autres ce qui relève de leurs prérogatives et ce qui relève également des prérogatives du parti politique. Et pour rappeler également quel est leur devoir à l'égard du parti politique sur la liste de laquelle ils ont été élus. Et donc c'est ce qui a été fait dans un premier temps par le parti politique Union Progressiste il y a quelques jours. Et donc le parti Bloc Républicain l'a fait, et comme l'a évoqué tout à l'heure et l'a souligné très bien Félicien Fayon tout à l'heure, c'est une tricherie positive. Et donc nous ne pouvons qu'attendre que le parti politique Force Corée Bien Émergent puisse faire la même chose. Parce que notez très bien que à la fin de cette mandature des conseils communaux, les populations voteront en fonction des bilans des maires qui ont dirigé les communes et les villes également. Et donc s'il y a un maire qui a un bilan négatif, c'est un maire qui n'est pas du tout approuvé par la population, et donc quel que soit le candidat que le parti politique amènera lors de la prochaine élection, vous pouvez noter avec moi que les partis politiques voteront un vote sanction. Et donc c'est pour pallier à cela et pour ne pas que les mauvaises gestions des candidats ou des maires, je vais dire, puissent déteindre sur les performances du parti politique lors de la présidentielle de 2021, parce que n'oubliez pas également que les autorités municipales également jouent un rôle prépondérant dans la mobilisation des populations lors des élections présidentielles, pour ne pas que l'impopularité d'un maire puisse déteindre sur les performances du parti politique lors de la présidentielle 2021. Il est important de pouvoir apprendre aux uns et aux autres comment travailler de façon participative, comment ne pas narguer ses administrés, comment être en odeur de sainteté avec les administrés, comment percevoir la plénitude des doléances des administrés, comment voler au secours des administrés, comment ne pas rentrer dans les conflits d'intérêts, comment ne pas être dans une dynamique de vouloir se croire roi du territoire et de savoir qu'on est venu là rien que pour servir les populations et non se servir et servir également ses proches. Donc il y a toute cette bactérie de choses qui devaient être enseignées aux uns aux autres, parce que n'oubliez pas que par le passé, on a noté des élus qui ont été élus sur la base d'une liste, et une fois maire, ils ont dit après, bon, nous ne sommes plus telle formation politique, et donc nous décidons d'adhérer à une autre. Et donc aujourd'hui, nous constatons que la réforme du système partisan, ce que le président de la République, Patrice Talon, candidat à l'époque, avait promis lors de la campagne présidentielle, est en train d'être une chose faite, c'est de rendre fort les partis politiques, et nous y arrivons progressivement. Nous n'attendons que la présidentielle pour nous montrer que comment cela se passera de façon beaucoup plus cohérente avec l'esprit de la réforme du système partisan. Parce que n'oubliez pas que dans certaines démocraties, c'est le parti qui même demande la destitution du président de la République. C'est pour montrer à quel point les partis politiques sont forts. Et donc, pour le faire également, c'est là où je vais peut-être l'évoquer ce matin, lorsqu'il s'agira peut-être de façon consensuelle, lorsque les acteurs politiques s'asseyeront pour relire un certain nombre de dispositions, de certains tests, il faut véritablement qu'on puisse revoir aussi comment promouvoir davantage et enracer davantage la démocratie au sein des partis politiques, pour ne pas qu'il y ait des gens qui, membres d'un présidium ou autre, puissent s'inscrire en dictateur de loi au sein des formations politiques. Dans d'autres pays. Félicien Fayon, mais le parti BR a quand même innové, parce que au cours de la campagne, bien avant la campagne, c'était d'ailleurs le seul parti qui a déjà inscrit sur les affiches les 10 engagements d'un élu BR, les engagements. Donc il y avait déjà un canevas qui était déjà tracé par rapport à ces élus. Le BR a déjà, on pourra dire que le BR avait déjà anticipé. C'était le seul parti où les 10 engagements étaient déjà affichés, et vous pouvez les lire directement. C'était d'ailleurs presque tous les partis politiques, parce que ces partis avaient été contrés par les tests. Les tests disent que c'est le parti politique majoritaire qui propose et le maire, ses adjoints, et ainsi que les chefs d'arrondissement au niveau d'une commune. Et vous vous rappelez, vous savez que même dans des communes où il y a peut-être 29 élus, si un parti a 15 et que l'autre a 14, c'est le seul parti qui a 15 qui propose le maire, les adjoints et les chefs d'arrondissement de cette commune. C'est-à-dire que c'est le parti qui gère la commune. Et donc, du moment où les tests l'ont déjà dit, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas ce parti-là qui ne va pas promouvoir cette gestion collégiale-là de la chose au niveau de chaque commune. Il n'y en a même pas. Donc, tous les partis politiques qui ont postulé pour les élections qui viennent de finir avaient donc cette obligation-là de contrôler les communes et donc de faire en sorte que la gestion puisse être une gestion pas forcément téléguidée, mais une gestion suivie depuis donc les instances dirigeantes du parti politique. Et c'est d'ailleurs donc cette raison pour laquelle cette formation, je l'ai dit, est nécessaire. Vous savez, il y a des gens qui ont été élus maires
sans le savoir. C'est-à-dire qu'ils avaient été candidats, pas forcément pour devenir maire, certainement c'est pour être conseiller communal, les chefs d'arrondissement, et donc les calculs politiciens ont amené les partis politiques à les prendre pour maire. Et donc ces gens n'avaient forcément pas de projet de société au niveau donc, de chaque commune. Il faut que le parti qui certainement avait déjà fait une étude pour détecter les problèmes de la commune puisse maintenant les aider à tracer un plan de développement communal et leur dit bon voici le plan qu'il faut suivre. Et d'ailleurs il n'est pas seul, il est adjoint par beaucoup de personnes qui sont encore des cadres du parti politique. Et je pense qu'aussi pour animer l'administration locale, le parti aussi devra jouer un rôle pour appuyer ces maires là. Et donc ces partis politiques ont déjà leur projet de société. C'est-à-dire chaque parti a son projet de société au niveau des communes. Donc le candidat lui-même va le faire. Aujourd'hui, il y a en plus ce candidat qui va dire avant d'être élu maire, avant d'avoir été élu maire, j'ai dû dépenser, j'ai vendu des choses, j'ai déboursé. Non, parce qu'en réalité, c'est les partis qui ont organisé les campagnes électorales à leur place. Et pour se faire élire, en dehors de la vingtaine qui a été élue avant que la loi explicative n'intervienne, le reste, c'est ça des désignations, pour ne pas dire des nominations. Donc, à partir de cet instant, il n'y a plus même des actes, des tentatives de coalition où il faut dire, on achète des élus pour que ceux-là puissent voter pour vous dans la salle. Il n'y a plus ça. Donc, aucun maire ne peut se plaindre aujourd'hui d'avoir dépensé. Et donc, pour cela, on n'a qu'à lui permettre, d'accord, on n'a qu'à lui permettre de gérer la commune comme il veut, passer les marchés comme il veut, prendre les moyens, utiliser les moyens de la commune comme il veut, pour pouvoir se payer des dettes. Il n'y a même plus ça d'ailleurs, puisqu'il n'a pas dépensé pour se faire élire. Et donc il a l'obligation de se soumettre aux recommandations du parti politique pour se mettre véritablement au service de la population. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Abdel Kadriachi, oui, je poursuis également dans la même veine que mon prédécesseur pour dire qu'il a soulevé un problème qui était véritablement très important et qui était la véritable plaie qui subsistait au niveau des conseils communaux parce que une personne est maire sur la base du fait qu'elle a dépensé, elle a essayé d'entretenir, si nous pouvons être beaucoup plus cléments dans les mots, d'entretenir un peu les autres conseils communaux pour qu'on puisse le faire maire. Et donc, une fois qu'il est maire, il prévoit déjà sa prochaine élection et donc il donne des marchés aux uns et aux autres en fonction de ceux qui sont à même de financer sa prochaine campagne électorale. Et donc on constate que même les personnes qui ne sont pas habilitées à avoir des marchés obtiennent des marchés. Les uns et les autres qui sont censés être présidents de jeunes d'une localité qui n'ont pas des structures compétentes pour tel service obtiennent des marchés parce qu'on veut les avoir avec soi lors des prochaines jours électorales. Et donc on a à un moment donné dans certaines localités des maires qui ne sont pas véritablement de bons gestionnaires mais qui sont véritablement de bons dinosaures politiques parce qu'ils ont su par le passé à trouver l'alchimie à travers laquelle ils arrivent à maintenir l'électorat avec eux, quoi qu'ils aient un bilan assez négatif et très négatif même j'allais le dire. Et donc il était important aujourd'hui que dans une dynamique où on veut rénover les choses, ou en dehors de cela, on veut même aller jusqu'à réinitialiser les choses pour que les choses se fassent de façon beaucoup plus orthodoxale et qu'il n'y ait pas de démarche à caractère hétérodoxe. Il était important qu'on puisse maintenant ôter aux maires ce gros carcan-là qui les amenait à estimer qu'ils étaient redevables à l'égard de tel ou tel autre. Et donc, comme Félicien a souligné très bien tout à l'heure, vous allez constater que lors de l'élection des maires et de la désignation de d'autres maires, il n'y a pas eu de tractation majeure où on suspend parfois où celui qui est candidat réunit un certain nombre de conseillers pour discuter avec eux, pour voir un peu. Et vous voyez même que déjà, même à part de cela, lors de l'élection là, la gestion de la commune est même déjà partagée et c'est en fonction de cela que certaines personnes marchandent leur vote. Vous avez pu noter même qu'au niveau d'une commune, je ne vais pas stigmatiser, on a noté que l'Union progressiste et le Bloc républicain au niveau d'une commune faisait au niveau de 13 conseillers alors que FCBE faisait 12. Et il y avait un élu des autres partis politiques de la mouvance qui dit « Moi je vais chez la FCBE, s'ils sont d'accord de me donner la mairie, je leur donne tout le reste. » Et donc on constate qu'il n'y a plus quand même un respect des aspirations profondes des populations qui ont dit « Non, nous approuvons le programme de tel, nous approuvons telle personne parce que c'est notre fils, nous avons beaucoup plus confiance en lui. » Mais on constate qu'une fois que les élus arrivent, ils y vont pour des accointances incestueuses à la foule, in fine, trouver d'autres profits. Et je veux par rapport au Bloc républicain, il faut noter également que vous avez vu le cadre qui a été choisi, la ville qui a été choisie. C'est une ville, Boycon, qui est une ville contrôlée par un maire BR. C'est véritablement très important. Et je pense qu'ils doivent, comme Félicien l'a souligné tout à l'heure, pérenniser de telles rencontres pour que après 100 jours, après 200 jours, 300 jours, à chaque moment, on puisse savoir dans telle commune où en sommes-nous, dans telle autre commune où en sommes-nous. Et ça doit être même un challenge
entre les mairies dirigées par le BL, d'autres dirigées par l'UP et même le FCPE, pour qu'à la fin, l'autre puisse dire non, je veux mieux faire que les élus BL, je veux mieux faire que les élus UP, je veux mieux faire que les élus FCPE, pour qu'à la fin, on puisse avoir le meilleur des meilleurs en ce qui concerne la gouvernance locale au Bénin. Mais si nous devons rester dans les clichés, comme par le passé, où on n'est que là à voir ce qui vient comme avantage électoral, où on veut promouvoir les boutiques politiques, je crois qu'à la fin, nous allons retomber dans les mêmes travers. Très bien. Alors, Félicien Fagnon, vous l'avez expliqué tout à l'heure dans votre développement, il y en a qui se sont retrouvés à la tête des mairies, qui n'étaient pas préparés pour la chose, et il y en a qui étaient également dans la peau déjà, qui savaient qu'ils, quoi qu'on dise, ils se retrouveront sur ce fauteuil. Mais pour ceux qui, au regard après la loi explicative, se sont retrouvés dans ces conditions, est-ce que nous pouvons dire qu'ils ont beaucoup plus besoin de cette formation? Parce que psychologiquement, ils n'étaient pas préparés, ils n'étaient peut-être pas outillés, et que c'est des gens qui doivent, au-delà de tout ce que le parti est en train d'organiser, être canalisés au jour le jour, cadrés, recadrés, c'est ça. Il importe de savoir que la gestion d'une commune est tout à fait différente de la gestion d'une administration centrale. Ça n'a rien à voir avec... Il n'y a même pas de ressemblance entre les deux. Parce que lorsque vous êtes maire d'une commune, vous êtes en quelque sorte le patron des services de plusieurs structures qui interviennent dans la commune. C'est-à-dire que, par exemple, c'est vous qui assurez le commandement de la police au niveau de votre localité. C'est vous qui gérez les agences territoriales de développement agricole. C'est vous qui gérez tout ce qui est CPS. C'est vous qui gérez les structures qui ne relèvent même pas de votre ministère de tutelle. C'est vous qui, pas que vous les gérez directement, mais c'est vous le maire. C'est vous qui commandez en réalité. Et il y a même un conseil, un cadre de concertation au niveau de toutes ces structures-là. C'est un peu comme le préfet au niveau départemental. Donc, c'est vous qui le faites. Ça prend en réalité. Ça n'a rien à voir avec ce que nous connaissons. Et ça n'a rien à voir avec nos entreprises que nous gérons, avec nos cabinets que nous gérons avec 2-3 personnes. Ça n'a rien à voir du tout. Et donc, vous avez beau être directeur de cabinet, vous avez beau être ministre, secrétaire d'un ministère, si on ne vous forme pas à la gestion d'une collectivité locale, vous allez échouer. Parce que c'est un autre monde. Et d'abord, les agents que vous avez avec vous ont des qualités différentes. Et donc, et des statuts différents. Et donc, vous avez vraiment à gérer cela. Et à côté de ça, il y a votre parti politique. Et à côté de ça, il y a le côté politicien que vous ne devez pas omettre dans votre gestion. Et donc, tout cela réuni, il faut un homme qui est complet, qui est au complet. Un homme qui est au point dans la tête. Et je sais, et vous le savez également, qu'il y a plusieurs maires qui sont élus aujourd'hui et qui n'étaient pas préparés à ça. Prenez Rufino d'Almeida, maire de Boycon. Je ne pense pas qu'en candidatant, il savait qu'il serait maire, il serait élu maire de Boycon. Ce n'est pas évident. Prenez par exemple Arandine de Calavi. Mais par contre, quand vous venez à Cotonou, à Tokpo, en venant, il visait déjà la mairie. Il sait que lui, s'en va être maire de Cotonou. Si ça ratait, c'est que ça allait être vraiment une surprise générale. Aller à Porte-Nouveau, et ainsi de suite. Mais quand vous allez à Parakou, par exemple, ce n'est pas évident que Yaya vous dise que oui, lui, il était préparé, ça va être, mais c'est pas évident. Il a besoin d'une formation. Parce que c'est pas parce que on est professeur d'université, parce qu'on a été ministre, qu'on peut bien gérer. Les collectivités locales, c'est tout autre chose. Ce n'est pas le papier qu'on connaît là. C'est comme le journalisme, hein, c'est-à-dire que c'est autre chose carrément. C'est un autre monde. Et donc, il importe, d'accord, de les former. Et pour les former, il faut des gens expérimentés. Vous savez, à ces sessions-là, on demande à des anciens maires, des mecs de cette expérience-là, d'animer des communications. D'accord, suivant des thématiques bien définies. Pour dire, c'est comme ça, j'ai telle chose, c'est comme ça, j'ai telle chose. C'est de ça qu'ils arrivent. Et je suis sûr que des creusets vont naître. Et ces creusets vont permettre à ces nouveaux maires-là d'échanger, même les anciens, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, d'échanger régulièrement sur la gestion des communes. S'il y a des cas typiques, des cas qui se posent à eux, certainement ils sauront comment se concerter entre eux pour trouver des solutions. Mais la formation, c'est-à-dire le recyclage et tout ce qu'il faut, c'est très 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 important. Et même le niveau central doit pouvoir le faire. En dehors des partis politiques, il est quand même important que le ministère de la décentralisation puisse organiser de telles séances-là, parce que c'est le ministère qui met les moyens, c'est l'État et les partenaires qui mettent les moyens, parce que les mairies aujourd'hui sont gérées pratiquement à 80% par les fonds FADEC, et donc ces fonds-là proviennent de quelque part. Il faut outiller les élus locaux, les élus communaux à la gestion de ces fonds, et pour que les populations puissent être satisfaites réellement.
Les partenaires techniques et financiers sont très regardants, en tout cas en ce qui concerne la gestion des localités à la base. Abdelkader Achirou, vous observez avec l'enquête que rien ne sera plus comme avant et qu'ils ont besoin d'être outillés, cadrés, recadrés. En dehors de la formation, où je crois que Félicien a épuisé mon lexique en la matière, mais en ce qui concerne beaucoup plus la confiance des partenaires techniques et financiers, et puis je vous dis qu'il aurait beaucoup plus en confiance aujourd'hui quand on sait que les mairies n'ont plus droit d'ouvrir plusieurs comptes. Ils ont un seul compte selon mes informations et donc à partir de cela, il n'y a plus de comptes auxiliaires qui sont créés par les maires pour avec des mandants qui ne sont même pas membres du conseil communal pour aller faire des retraits pour essayer un peu de brouiller les pistes. Cela n'existe plus. Et donc quand on est conscient de cela est une bonne nouvelle et ça met en confiance les partenaires techniques et financiers. Depuis quelques jours, une folle rumeur circule de part et d'autre dans le pays, comme quoi il y aura bientôt une création d'une agence pour un peu être comme un gendarme pour veiller au grain de la bonne gestion des ressources financières au niveau des 77 communes du pays. Et donc quand vous apprenez un certain nombre de choses, vous êtes confiant pour vous dire qu'il y aura plus de maire, comme je vous disais tantôt, qui estimera qu'il est président de la République de sa commune et donc dès qu'il trouve les fonds qui viennent à sa disposition pour le développement de la commune, il s'en arroge comme si c'était les tontines de sa collectivité familiale et donc il distribue cela comme il le veut. Les projets même s'il on doit faire des remblais par endroits et autres, c'est fait au niveau des coquins, des copains du maire. Ce ne sont que les rues dans lesquelles habitent les maîtresses du maire ou les amis du maire. Ce sont que ces rues-là qui sont privilégiées dans le développement, pendant que loin de ces rues-là, dans les agglomérations de la ville ou de la commune, il y a également des gens qui ont besoin de tels projets. Non, parce que le maire n'est pas en de se avec cela. Je crois que ça amènera les choses à une certaine justice sociale, une certaine équité dans la société. Et je crois que les plus grands bénéficiaires sont les populations, parce que n'oubliez pas que pendant longtemps elles ont souffert d'une grande inégalité. On les appelle pour venir voter, mais une fois qu'on vote, la liste pour laquelle elles ont voté parfois ne gère pas la commune. C'est d'autres personnes sur la base d'acquaintances incestueuses, sur la base du poids de l'argent en politique, arrivent à contrôler les mairies. Et une fois qu'on est maire, on se retranche dans son agglomération. On ne va plus au contact des populations pour cerner. J'ai noté depuis quelques jours qu'il y a beaucoup de maires déjà élus qui font des tournées dans tous les arrondissements de leur commune. D'autres vont même jusqu'à dans chaque quartier de ville, de village, pour voir un peu quelles sont véritablement encore les doléances des populations, échanger avec les populations pour que leur plan d'action soit en cohérence avec les aspirations profondes des populations. C'est une très bonne chose. Or, par le passé, c'était pas ça. Une fois les élections terminées, c'est fini. Le maire fait quelques agitations stériles avec une grande propagation, communication autour, et on s'arrête là. Le maire est là, il est difficile à voir, difficile à accéder, alors que les populations qui ont voté pour lui sont là encore, et on attend les prochaines joutes électorales pour ressurgir. Donc, pour revenir au sujet des partenaires techniques et financiers, c'est pour vous dire que ils seront beaucoup plus en confiance aujourd'hui, parce qu'ils savent aujourd'hui que les choses sont faites de façon plus orthodoxe aujourd'hui, et qu'il y a une cour de répression des infractions économiques et de terrorisme qui fait crier beaucoup de personnes, et donc quand un maire est conscient de ce que il ne veut pas laisser sa femme et ses enfants pour aller répondre de sa gourmandise et peut-être de son obsession pour la mauvaise gouvernance, oui, il sait en son âme et conscience qu'il faut gérer bien. Merci à vous, Abdelkader Achirou. Nous allons aborder très rapidement le second sujet de ce jour. Vous savez, Covid-19 est là avec les cas de contamination continue d'augmenter. Nous sommes aujourd'hui, selon les chiffres officiels, à 765 cas, près de 499 qui sont sous traitement, 255 qui sont guéris et 13 décès. Félicien Fayon, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter aujourd'hui par rapport à cette augmentation du nombre de cas confirmés de contamination? Il y a lieu de s'inquiéter, même si nous ne devons pas quand même faire animer certaines peurs au sein donc de la population. Le travail qui se fait aujourd'hui est de faire en sorte que la population sache qu'elle est contrainte de vivre avec le coronavirus. C'est-à-dire que savoir que la maladie existe, savoir les dispositions à prendre pour se protéger contre cette maladie-là, et de manière à ce qu'on puisse vaquer aux occupations habituelles et quotidiennes, jusque certaines habitudes vont changer.
C'est tout simplement de ça qu'il s'agit en réalité. Et donc, il faut d'abord étudier, savoir comment est-ce que le virus se transmet et se protéger simplement. Vous pouvez même dire que votre femme peut l'avoir sans que vous-même vous ne l'ayez. Parce que jusque-là, en dehors de certaines rumeurs qui ont circulé, on n'a pas encore appris qu'il y a eu une transmission sexuelle du coronavirus. Donc, on peut vraiment vivre avec ce virus-là en toute facilité, sans problème, et donc en respectant les mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement. Parce que, est-ce que nous devons poser la question de savoir si le gouvernement aujourd'hui doit encore réactiver les mesures qui avaient été prises, d'accord, pour arrêter, pour freiner la propagation. Si on le fait à l'état où nous sommes aujourd'hui, est-ce que nous pourrons vraiment supporter? C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Parce que nous sommes en train de terminer une année scolaire. Et nous tendons vers, nous sommes pratiquement en vacances, mais on n'est pas encore en vacances, alors que la rentrée prochaine s'annonce encore. Les parents doivent préparer cette rentrée. Si aujourd'hui, le gouvernement réactive ces mesures-là, et que ces activités sont stoppées, comment est-ce que les parents pourront préparer la rentrée des enfants? Comment est-ce que les parents pourront, même parce que nous sommes entrés déjà dans la deuxième partie de l'année, bientôt fin juin. Et donc, on va entamer la deuxième moitié de l'année. Déjà, on a des objectifs à atteindre. Est-ce qu'à cause du coronavirus, nous devons laisser tomber ces objectifs? C'est vrai, on nous dira que oui, notre santé importe beaucoup plus. Oui, c'est pour cela que nous devons nous protéger. Et donc, nous devons reconnaître que le virus existe aujourd'hui. Ce n'est plus seulement ceux qui rentrent des pays avec de l'étranger qui nous transmettent ce virus-là aujourd'hui. La contamination est devenue locale au niveau de certaines localités. Quand vous prenez par exemple Cotonou, Porto Novo, en tout cas, il paraît qu'ils n'ont pas de Lomé, littoral, et puis Atlantique, où il y a eu des cas de contamination au niveau local. Et quand on dit local, c'est que c'est entre nous, au niveau communauté, c'est entre nous que ça se fait. Donc, si nous pouvons nous protéger les uns contre les autres, en réalité, il n'y a pas de problème. Vous pouvez la voir, vous et moi, nous allons flotter toute une journée sans que je ne l'aie. C'est possible. Si je me respecte et que vous aussi vous respectez les mesures, il n'y a pas de problème à ce niveau. Et donc, nous devons aujourd'hui, nous ne devons pas attendre du gouvernement la réactivation de ces mesures, mais nous devons plutôt suivre les conseils qui sont donnés par les spécialistes, respecter les mesures, et puis c'est fini. Sinon que c'est clair aujourd'hui que coronavirus se promène dans nos maisons, coronavirus se promène dans les marchés, coronavirus se promène partout aujourd'hui où nous sommes, ce virus-là se promène. Il n'y a plus question c'est seulement les cadres, c'est seulement les autorités. Non, c'est parce que le ministère de la Santé ne nous a pas dit qui sont ceux qui ont été contaminés. Il y a des gens peut-être proches de nous, mais dont on ne doit pas évoquer, non, parce qu'il faut protéger la personne. Il y a le secret médical qu'il faut garder. On ne peut pas afficher des noms pour dire telle personne, on ne peut pas le faire. C'est parce qu'il y a eu des décès que nous avons su que le député Alidou a été tué par le virus. Sinon, en réalité, on avait l'obligation de le protéger parce que s'il est guéri, il faut qu'il revienne. Alors que si on cite le nom de quelqu'un comme étant quelqu'un qui a été contaminé par le virus, s'il vous plaît, quand il sera guéri, il va revenir, on va toujours avoir peur. Il y aura de la stigmatisation. C'est pour ça que ces noms ne seront jamais cités, mais nous devons avoir conscience de ce que le coronavirus se promène. Alors, avoir conscience que ce virus se promène avec nous dans la société aujourd'hui, accepter de vivre avec ce virus, c'est aussi et surtout respecter les mesures barrières. Est-ce qu'aujourd'hui, les Béninois respectent-ils les mesures barrières? Les consignes données ces consignes sont respectées? On se pose assez de questions, que ce soit au niveau des cultes, au niveau de chaque individu, chaque citoyen. C'est là la grande question. Parce que vivre avec la maladie, le virus, c'est respecter les consignes. Vous savez, tout le monde est unanime sur le fait qu'il faut vivre avec ce virus, et je crois que même les présidents des plus grandes démocraties l'ont évoqué, les pays qui sont même plus touchés que le Bénin l'ont évoqué. Pas plus tard, il y a quelques jours, le président Donald Trump a eu à dire que nous enregistrons de nouveaux cas parce qu'il existe également des dépistages massifs de part et d'autre. Et vous pouvez savoir qu'au Bénin également, depuis quelques jours, le gouvernement béninois a engagé le dépistage massif de base de certaines corporations pour voir véritablement ce qui s'est passé. Et n'oubliez pas que dès que vous êtes testé positif, on essaie de repêcher tous ceux avec qui vous avez été en contact pour effectuer le test également, pour voir s'ils sont testés positifs ou pas. Donc tout cela également contribue également au taux que nous observons. Et n'oubliez pas qu'également en Afrique, il y a également des épidémies qui tuent même plus que le corona, mais dont on n'en parle pas parce que le coronavirus a une portée internationale. Maintenant, par rapport au respect strict des mesures barrières contre la
Covid-19. Je crois que, en dehors de la responsabilité du gouvernement, je crois que c'est de la responsabilité des chefs d'entreprise d'inviter leurs agents au respect strict des mesures barrières. C'est de la responsabilité des chefs de collectivités locales d'inviter les uns et les autres au respect strict des mesures barrières. C'est de la responsabilité de chaque élu communaux et municipaux d'inviter sur son territoire d'être gendarme pour que le respect strict des mesures barrières soit effectué. C'est de la responsabilité également des responsables religieux d'inviter leurs fidèles, ceux qui beaucoup croient comme si c'est une parole évangélique tout ce qu'ils disent. C'est le moment d'utiliser cette croyance-là pour rappeler les uns les autres au respect des mesures barrières. C'est de la responsabilité également de tous de pouvoir se protéger pour briser la chaîne de contamination afin d'enrayer, d'endiguer le mal. Mais si les uns les autres banalisent, parce qu'on a senti que après la levée du cordon sanitaire, les uns les autres ont essayé de banaliser un peu le respect des mesures, parce que n'oubliez pas que dès que ce virus est arrivé, on n'a pas eu beaucoup de communication autour avant que les uns et les autres puissent commencer par installer des dispositifs là, mais devant leur boutique, devant leur entreprise, et commencer par mettre des masques même dans la ville. Mais aujourd'hui, on note qu'il y a même des dispositifs de lavage des mains qui sont là, mais qui sont même vides. Il n'y a pas de l'eau dedans. Donc, je crois qu'avec tout cela également, et avec la communication qui a été réactivée par le gouvernement avec une grande connotation, je crois que les populations, tout à l'heure même dans la ville en venant, j'ai constaté que les populations ont commencé par reprendre encore considérer le mal, et je crois qu'il n'y a que, comme l'a évoqué Félicien Fayon tout à l'heure, il n'y a que par le respect strict des mesures anti-Covid que nous arriverons à endiguer le mal, parce que promouvoir ou appeler à un nouveau retour au confinement, je crois que ce serait plus ou moins suicidaire, et que même peut-être des gens pourraient mourir d'autres choses que le Covid, parce que comme l'a si bien évoqué à l'entame de cette pandémie, lors de son entretien sur le sujet, le président Patrice Talon, il a eu à dire que la grande majorité des Béninois travaillent la veille pour le lendemain. Et donc quand on est dans une certaine situation comme ça, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes, même qu'on voit même en cravate, qui une semaine à la maison confinée, véritablement auront d'autres problèmes qui sont même plus graves que le Covid. Donc j'invite les uns les autres au respect strict des mesures barrières contre la Covid-19, comme qui sont quoi? Avoir toujours son masque de protection, se laver régulièrement les mains, tousser dans le creux du coude, et ne pas se saluer à tout bout de champ, et respecter beaucoup plus la distanciation sociale. Je crois que ça c'est véritablement très important, et comme l'a évoqué Félicien tout à l'heure, vous pouvez être en contact avec quelqu'un qui a le virus et ne pas le contracter, parce que vous avez respecté les gestes barrières, vous avez respecté la distanciation, vous avez changé dans les commodités requises. La désinfection des lieux, la distance, le respect de la distanciation sociale, ce sont là quand même ce qu'on a remarqué un peu partout, puisque on vient d'un week-end où il y a eu des manifestations un peu partout, des bâches qui sont installées, des gens qui se sont côtoyés. Est-ce que vous pensez, Félicien Fayon, que les Béninois vont quand même mettre un accent particulier, respecter surtout la distanciation, ou faudrait-il exercer une force cohesive pour contrôler tout ça, les forces de l'ordre dans la ville, pour contrôler tout ça? Est-ce que c'est à cela qu'on va assister, selon vous? Il y a des gens qui sont encore dubitatifs par rapport à l'existence de ce virus. Pour eux, malgré cette grande campagne, il y en a qui disent non, c'est faux, mais depuis là, on dit que le coronavirus existe et qui tue les gens. Mais moi, je ne connais personne qui soit décédé donc, du coronavirus. Je ne connais personne qui soit malade du coronavirus. Je voudrais leur dire maintenant que si ce n'est pas un membre de leur famille, ils ne le sauront jamais. Parce que le gouvernement ne va pas communiquer autour de ceux qui meurent, dit que c'est telle personne, ça ne se fait pas. Et citer les noms de ceux qui sont malades et qui sont hospitalisés, les 300, les 400 et quelques, ce n'est pas évident. Mais s'ils veulent, ils n'ont qu'à faire un tour à Alada. Moi, j'ai eu cette opportunité, j'ai été à Alada, j'ai été dans le centre. Ils n'ont qu'à faire un tour à Alada, dans le centre où les gens sont mis. Ils vont constater qu'effectivement, il y a coronavirus. Ils n'ont qu'à, tous ceux qui vivent, par exemple, au bord de la route Calavi-Alada, ils savent que le coronavirus existe parce que les ambulances défilent tout le temps avec des gens en fait. Oui, parce que moi j'étais allé voir quelqu'un la semaine dernière qui m'a dit mais là, les ambulances ne font que passer par mais c'est le coronavirus. Et avant comment mais le centre là c'est à Alada. Le centre de traitement est à Alada. Et donc quand on détecte un cas, l'ambulance va le chercher et prend la route d'Alada. Et donc ceux-là savent que le coronavirus existe effectivement. Ils n'ont qu'à aller au niveau du cimetière où sont enterrés ceux qui meurent. Parce qu'en réalité, ceux qui meurent du coronavirus, les corps ne sont pas de nos parents. Les corps sont enterrés par le gouvernement. C'est comme ça. Il y a un endroit précis. Et donc, on peut aller dans au niveau de ce cimetière-là pour effectivement constater que le coronavirus existe effectivement. Et arrêter de continuer par douter de l'existence de ce virus-là. Maintenant, je suis d'accord qu'il revient de la responsabilité de chacun de respecter les mesures barrières qui ont été éditées par le gouvernement. Mais il y en a parmi ces mesures-là que le gouvernement se doit de forcer les gens à respecter. Notamment
le port obligatoire des masques de protection faciale. Il faut aller avec la force. Moi, je dis, il faut même frapper des gens s'il le faut. On va me dire que la loi ne le prescrit pas. S'il faut ça, parce que quand vous voulez élire des maires là, et qu'il y a eu problème, nous avons rapidement fait et modifié le code électoral. Exactement. Ici, il s'agit de la santé. Il s'agit d'une urgence également. S'il faut prendre une loi tout de suite, pour même décréter la prison pour toute personne qui refusera ou bien décréter des fessées pour toute personne qui refusera de porter le masque en circulation, je pense que les députés n'ont qu'à se réunir, encore qu'ils ont perdu un de leurs, c'est ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas très bien. Donc il peut prendre une loi rapidement pour régler ça. Et commencer par sanctionner, frapper, dire que les gens doivent porter les masques et pas n'importe quel masque. Et aller jusqu'à exiger les masques qu'il faut porter. Parce qu'en réalité, déjà, il faut dire parce que bon, comme si je sors sans masque, la police va m'arrêter. Un truc que ce qu'on dit là seulement, alors que c'est faux. C'est pour se protéger contre quelque chose. Donc, si le masque n'est pas d'une certaine qualité, ce n'est pas bon. C'est pour ça qu'il y a une subvention du masque chirurgical. C'est pour ça que le gouvernement a demandé à sortir même des mesures qu'il faut respecter. Dans la confection des masques, il faut exiger cela, il faut frapper. Je me rappelle, je l'ai dit ici une fois, qu'avant qu'aujourd'hui chaque citoyen ne puisse prendre sa moto et se rappeler qu'il faut mettre le casque sur la voie, il a fallu que Hundeyo, qui aujourd'hui n'est plus peut-être très actif dans la police, fasse en sorte que l'on frappe même des gens. Il y a eu même de l'écoulement de sang. Ce n'est pas souhaitable. Mais il y a des gens qui ont les pneus, ils ont tout fait. Mais on a géré ça sur 2-3 mois. Aujourd'hui, quand quelqu'un passe sa moto, le réflexe c'est là. Il met son casque. L'habitude est revenue sur tout le territoire national. Donc il faut aujourd'hui faire la même chose pour le masque. Et maintenant, pour le respect de la distanciation sociale, la même chose. Pour les cérémonies, le gouvernement a pris une décision. Ok, s'il faut légiférer pour pouvoir permettre à la police d'agir, il faut légiférer, carrément. Il faut interdire carrément les cérémonies là, pour le moment, il faut les interdire. C'est-à-dire que même quand il y a des regroupements de plus de 50 personnes, les gens en profitent. Moi, je rentre du Koufou là. J'ai été à une cérémonie où j'ai vu des gens. J'ai dit, mais on dirait que le coronavirus n'existe pas. Et moi, j'étais comme un fantôme, quoi. Quand j'ai mis mon masque, est-ce que c'est moi qui refuse de saluer les gens? On dit, mais qu'est-ce que lui fait là? Il veut jouer à quoi? Alors qu'en réalité, le mal existe. Donc, ça n'a pas encore changé. Au niveau des populations, ça n'a pas changé. Donc, sur ce plan, je pense qu'il revient au gouvernement de donner le pouvoir qu'il faut à la police pour que la police puisse faire son travail. Très bien. Et justement, par rapport à ça, le ministre d'État, secrétaire général du gouvernement, de la présidente de la République, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irénée Koupa, qui a rencontré les responsables de culte. Et puis, il y a une surveillance, peut-être d'ici avant mercredi, on sera informé de ce de la mention qui a été faite. Et donc, le gouverneur même a remarqué qu'il y a un relâchement de la part des Béninois, le gouvernement est conscient de cela, le gouvernement l'a noté, puisque les membres du gouvernement vivent au Bénin. Et ils sont dans les rues de Cotonou, ils ont des parents un peu partout dans le Bénin, et donc ils rentrent au village régulièrement. Et donc, ils ont constaté cela, ils ont noté cela. Je crois que les observations qu'ont faites Félicé Fayon, j'en fais mienne, mais également, je tiens à ajouter une chose que chacun de nous a quand même un couturier. Nous avons tous un couturier et ça ne vaut pas beaucoup grand chose de demander à un couturier de nous confectionner un masque de protection faciale. Et donc on peut même en demander d'en confectionner 3 ou 4. Et ça, chaque père de famille peut prendre cette responsabilité d'en confectionner autant pour ses enfants, quitte à ce que lorsqu'on met un aujourd'hui, demain on lave le second. Parce que les marques chirurgicaux, généralement, moi je me dis, bon, les populations peuvent se dire, bon, allez acheter, revenir, allez acheter, alors que l'usage c'est pour quelques heures. Pour ceux qui n'ont pas de grands moyens, ils confectionnent leurs choses chez leur couturier, ils en ont 2 ou 3 et on le met, c'est sale, on rentre à la maison le soir, on le lave, on met le second, le temps que l'autre sèche pour le repasser, il y a même un 3e là. Je crois qu'avec cela, tout se passera dans les bonnes normes. Maintenant, dans le cadre de la répression contre le port de masque obligatoire, lorsqu'il y a eu une vidéo virale qui a circulé sur les réseaux sociaux où on voyait un policier donner des coups à des Béninois, des citoyens parce qu'ils n'avaient pas mis le masque de protection. J'ai vu toute l'indignation qu'il y a eu autour sur la toile. Mais pourquoi ne culpabilise-t-on pas cette dame-là ou ce citoyen qui n'a pas mis son masque de protection, encore elle était en compagnie d'autres personnes. Je crois que nous devons appeler les uns et les autres à la réflexion citoyenne et que les différentes organisations de la société civile puissent beaucoup plus entrer dans la danse, parce qu'on a comme l'impression que les uns et les autres estiment qu'il n'y a que le gouvernement qui doit avoir à charge la riposte contre la Covid-19. Je crois que non, il faut que cette lutte soit participative, que chacun estime que c'est sa lutte. Si on instruit la police et que la police a toutes les armes pour lutter contre le virus et que les populations ne sont pas bien sensibilisées, bien informées
contre l'enjeu du non-port de masque de protection, je crois qu'il y aura des affrontements maintenant entre population et agents de force de l'ordre, ce qu'on ne souhaite pas. Donc, il faut que les organismes de la société civile également rentrent véritablement dans le jeu et qu'elles puissent sensibiliser. Et c'est là où j'ai apprécié la démarche du gouvernement de pouvoir échanger avec les responsables religieux, parce que n'oubliez pas que beaucoup de personnes croient beaucoup à ce que leur disent leurs responsables religieux. Donc, il revient maintenant à ces responsables religieux de pouvoir véritablement communiquer et d'échanger avec les fidèles pour que... Et donc, vous convenez avec nous que nous devons forcément essayer de vivre aujourd'hui avec coronavirus, tout en respectant les mesures barrières. Merci d'être venu ici, comme toujours d'ailleurs, à tous les rendez-vous, à toutes les fois qu'on vous invite. Félicien Fayon, merci d'être là. C'est un plaisir pour moi. Journaliste au quotidien, au groupe de presse Le Matinal. Merci d'être là. Abdelkader Achirou, c'est un plaisir. Merci, toujours présent, également. Toujours au fond. Merci, chers téléspectateurs. Nous avons le plaisir de boucler avec ce dernier sujet Covid-19. Faut-il désormais vivre avec le virus? Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain. Mais avant de partir, nous